présentation. Je vous remercie à tous de vous être connectés depuis Paris et nos amis franco-mexicains qui sont connectés aussi ici pour vous parler des opportunités au Mexique. Donc, bienvenue à ce webinaire, Le Mexique, une terre d'opportunités pour la tech, que nous organisons en collaboration avec la CCI France Mexico, la French Tech Mexico et Business France. Et j'aimerais profiter pour remercier la French Tech Paris et Otavia spécifiquement pour nous aider à mettre en place cet événement aujourd'hui. Je suis Pierre-Claude Blaise, président de la French Tech Mexico, et j'aimerais vous présenter à deux personnes clés de l'écosystème qui vont présenter avec moi et un peu plus tard. Et Ager, directrice générale de la Chambre de commerce franco-mexicaine, qui est là aussi avec nous. Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue. Et j'aimerais aussi vous présenter Roberta. Roberta qui est donc Head of Tech pour Business France Latam. Roberta Derkachan, j'espère que j'ai bien prononcé ton prénom, ton nom de famille, Roberta. Tout à fait, bonjour à tous, oui, c'est bien ça. Parfait. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter un certain nombre de choses, une overview rapide du Mexique et de la tech, de son écosystème. Et nous avons invité un investisseur et entrepreneur reconnu dans l'écosystème mexicain qui s'appelle Manolo Atala, qui va nous parler un petit peu de son expérience. Manolo nous parlera en anglais. Puis nous allons vous présenter un programme que nous avons lancé qui s'appelle Next Mexique, qui est un programme d'aide à l'accélération d'implantation pour les entreprises françaises au Mexique. Et nous avons aussi invité un panel de différents experts français, entrepreneurs au Mexique avec succès, de tout type de secteur d'activité, en espérant qu'on puisse répondre à tous vos doutes, toutes vos questions. Et donc, je vous propose de commencer directement en fait, avec la présentation de l'écosystème. Voilà. Donc, la présentation du marché de la tech au Mexique. Donc, un petit peu de contexte d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Amérique latine. On parle en fait d'un continent grand, 8% de la population mondiale. On voit que c'est une population relativement jeune, et en comparaison avec l'Europe, par exemple, ou avec les États-Unis. Et c'est aussi en fait un continent qui aujourd'hui est très centré sur le Mexique et le Brésil, puisqu'en fait les deux pays représentent 50% du PIB de la région et 5% du PIB mondial. Et ce sont vraiment les deux locomotives, on va dire, de la région. Et une situation économique qui, évidemment, nous avons souffert du Covid comme tous les pays dans le monde, mais en fait, nous avons eu un niveau de récupération assez rapide en comparaison avec d'autres régions. Et beaucoup d'estimations économiques démontrent que d'ici fin 2012, on aura récupéré le niveau de PIB que nous avions en 2019. Donc, il y a beaucoup de facteurs très favorables à la croissance au Mexique et en Amérique latine. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le Mexique, on parle d'un pays qui est un pays avec beaucoup d'industries traditionnelles. Mais en même temps, nous avons vu en fait le développement de beaucoup d'infrastructures et beaucoup d'innovations. On arrive à un certain stade de maturité digitale qui sont traditionnellement les deux facteurs clés pour permettre justement l'explosion de l'économie digitale et des opportunités de disruption. On parle de 133 millions de personnes, on parle du 10e plus grand pays du monde en termes d'habitants, la 15e, entre la 15e et 17e économie au niveau mondial, le premier partenaire commercial des États-Unis. Une estimation de PricewaterhouseCoopers qui dit que d'ici 2050, le Mexique sera la 7e plus grande économie. Donc, un potentiel de croissance très important. L'écosystème digital qui est en train de croître très rapidement aussi. Donc, d'abord, il y a un petit overview de ce qui se passe en Amérique latine. Le nombre de deals qui ont été faits et les dernières années, comme vous pouvez le voir, en fait, on a eu presque 800 deals en termes de start-up en 2021. On voit qu'on parle de 19 milliards de dollars d'investissement en 2021 et ce numéro est en train de doubler en fait année après année. Quand on parle de licornes, aussi le nombre de licornes en Amérique latine a une très forte croissance. On est aussi en train de voir un nombre de licornes qui se multiplie par 2 chaque année. Et spécifiquement au Mexique, nous avons déjà 8 licornes, principalement dans le monde du retail et de la fintech. Et 25 sous-licornes. Et Manolo Atala, qui se joint à nous un peu plus tard, justement, représente une des sous-licornes de l'écosystème mexicain. Et comme vous pouvez le voir aussi sur cette slide, en fait, il y a une quantité impressionnante d'entreprises qui sont en train de se développer sur ces différents secteurs de la tech. Alors, quand on parle du Mexique, on parle de 97 millions d'internautes, une pénétration de 74%. Et
Pour vous donner une idée, en fait, ce chiffre, il s'est multiplié par 2 en 10 ans. Il y a 10 ans, on avait la moitié de cette pénétration d'Internet. Il y a des très gros efforts qui sont faits par le gouvernement pour donner accès à Internet dans toute la République mexicaine. Autre facteur intéressant, la pénétration des smartphones. 90% des Mexicains qui ont un smartphone. Et la plupart, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont 2 lignes. Donc, c'est pour ça qu'on a 120 millions de lignes téléphoniques mobiles au Mexique. On parle aussi d'un marché où il y a une très forte croissance d'entreprises technologiques. Et je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est Uber. La ville de Mexico, pour Uber, c'est la 3e ville du monde en termes de trajet. Pour Spotify, le Mexique est le 2e pays en termes de nombre d'abonnés. Et pour Facebook, le Mexique est le 5e pays en termes de nombre d'abonnés aussi. Le e-commerce, qui est un des secteurs en plus forte croissance, depuis 2017, le e-commerce du Mexique et c'est le pays à plus forte croissance d'Amérique latine. Et les 3 dernières années, les 3 fois, le Mexique a été dans le top 5 des pays à plus forte croissance dans le monde en e-commerce. Et spécialement 2 années, en fait, le Mexique a été à une croissance plus forte au niveau mondial, plus forte que la Chine, plus forte que l'Inde, et qu'on voit traditionnellement en tête de ces classements-là. Donc, en fait, il y a un secteur e-commerce, retail qui est une très, très forte croissance et qui se voit aussi en pourcentage de ventes en ligne sur le total des ventes retail. Et juste comme critère de comparaison, par exemple, le Mexique aujourd'hui vend plus en pourcentage en ligne qu'en France, par exemple. Autre secteur extrêmement dynamique, la publicité digitale. Le Mexique est le 2e pays de l'OCDE en consommation d'Internet quotidienne. La fintech, aussi un secteur très florissant. Le Mexique est le pays d'Amérique latine avec le plus grand nombre de startups fintech, 500 startups. Ça explique beaucoup par le thème d'inclusion financière et la faible bancarisation au Mexique. On en reparlera un peu plus tard. La cybersécurité, où on estime qu'il y a plus de 4 millions de fraudes en ligne chaque année. Ce numéro a une croissance exponentielle. Bref, comme vous pouvez le voir, en fait, beaucoup de secteurs classiques de la tech en fait, sont en très fort développement ou en très fort potentiel de développement. Un facteur important et intéressant, c'est le capital risque. En 7 ans, en fait, le capital risque a été multiplié par 42, la valeur des investissements qui ont été faits. Aujourd'hui, les principaux investisseurs internationaux investissent au Mexique, chose qui n'était pas le cas avant. Et selon une étude de la Banque mondiale, en fait, faire du business au Mexique est très facile et presque aussi facile qu'en France, en fait, comme on le voit sur cette slide, avec des opportunités d'amélioration encore, mais il est relativement facile de le lancer au Mexique. Et notamment, les aspects qui sont les plus faciles, c'est vraiment commencer un business, obtenir des financements et faire et vendre cross-border. Donc, ce qui a vraiment changé, et je pense qu'on en reparlera un peu plus tard avec Manolo, et en 10 ans, c'est qu'il y a de plus en plus de talents mexicains et étrangers qui sont arrivés, beaucoup d'apprentissage, des meilleures pratiques internationales. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues s'implanter au Mexique et qui ont aidé l'écosystème à se développer. Il y a beaucoup des Mexicains qui sont allés vivre à l'étranger et pour entreprendre, qui reviennent au Mexique et qui rapportent aussi ces bonnes pratiques. On a eu beaucoup de nouvelles startups avec des produits innovants. On a vu arriver tous les capitaux étrangers, tous les principaux fonds d'investissement, comme je vous ai parlé, qui se sont impliqués. Les premières exits réussis, on pourra en parler aussi un peu tout à l'heure. De plus en plus de mentors et des business angels qui aident l'écosystème à se développer. Bref, un peu en conclusion, le Mexique est en train de se positionner comme le nouveau startup hub hispanophone. La grande scale au Mexique, c'est la proximité des États-Unis et du Canada. Vous savez qu'on fait partie du même traité économique qui s'appelle le TMEC, qui facilite beaucoup les affaires, mais aussi la proximité avec d'autres pays comme la Colombie, le Chili et l'Argentine, qui sont aussi des pays à très fort potentiel. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent s'implanter au Mexique comme première étape avant de s'implanter dans d'autres pays d'Amérique latine. Donc, un petit peu en résumé, en fait, pourquoi s'installer maintenant ? Le Mexique est une trempe de lancement pour arriver à presque 1 milliard de consommateurs en pensant à toutes les personnes qui vivent sur le continent américain. C'est clairement un antichamp pour se lancer aux États-Unis avec des avantages en termes de proximité physique, mais aussi des similitudes légales. L'opportunité des transactivités, pour ceux qui sont déjà en Espagne, c'est vraiment très facile de s'implanter au Mexique. L'écosystème startup naissant est extrêmement dynamique. L'infrastructure technologique dont je vous ai parlé, le paysage de capital risque et de capital investissement, de plus en plus de talents bien formés, la législation, les faibles coûts d'exploitation et la quantité de consommateurs qui sont déjà connectés et qui achètent déjà en ligne ou qui utilisent déjà en fait leur téléphone portable pour avoir des activités digitales.
Et maintenant, j'aimerais inviter Manolo Atala et justement vous parler de son expérience. Donc, Manolo, en fait, est une personne très reconnue dans l'écosystème mexicain et il a été d'abord un entrepreneur à succès. Il vous racontera, il a lancé de nombreuses entreprises. Il est devenu investisseur et justement, donc, il a un point de vue assez unique sur l'écosystème. Manolo, thank you so much for joining us this morning and so happy to have you here to discuss about your vision about Mexico as an entrepreneur, but also as an investor. Thank you very much for the time, Pierre. Awesome to see everyone here. Well, this is really exciting to see a lot of French entrepreneurs as well. I think that they're connected and they're hearing what we have been doing in the last probably 3 years. That Mexico has been booming in the entrepreneurial ecosystem. The fintech boom has been great as well. So I'm really excited to be here. Thank you very, very much. Merci. Thanks, Manolo. So perhaps, can you tell us a little bit about your story? How did you start with the startup ecosystem? What type of company you launched? What kind of successes you had, of difficulties you had in the past, and what has changed today? Awesome. Well, actually, my involvement in the entrepreneurial ecosystem was by chance, by pure chance. I was back in 2009. I was part of the Yahoo team in Mexico when Yahoo was a thing. And then I received an invitation to launch a company that I have never heard before, which was Groupon. I've never heard from them. They were growing really, really fast, and I just jumped because the adventure seems like a good idea at the time, right? So I launched Groupon back in 2010 when there was nothing in Latin America yet. We started to grow really, really fast in 9 countries in Latin America. I was in charge of Mexico and Puerto Rico. And then I started there. I spent those 3 years there, 1 year, 2 years before the IPO and 1.5 years after the IPO. And it was an amazing adventure. And then after that, I started to give like consultancy for European companies that wanted to soft land in Latin America. Big companies at first. And it was really, really boring because I don't like consultancy. It's, selling your time. It was not that fun. And then I received another great invitation from the former founders for Groupon Latin America to launch a grocery company. And that, after a few years, become the biggest grocery delivery company in the region, and then got bought by Uber 2 years ago, which was Cornershop. So I launched that company in Mexico. I was the first investor there. By the way, I'm an angel investor, really active angel investor. I love to help entrepreneurs launch their companies throughout Latin America. So I was part of that rocket as well, the Cornershop rocket. And then I was part of, I launched another company, a SaaS company in fleet management, a fleet management SaaS company that operates in Europe, in Mexico and Colombia. And then I joined the executive team in Nazca Venture, which for me, it's the best venture capital firm in Mexico and one of the best in Latin America. And being there, I saw a lot of opportunities that came to the fund. And I saw a really big gap with financial access for most entrepreneurs in the digital economy that were not part of the investment thesis of most funds. So that's why I decided with my co-founder, Andrew Devlin, to launch Fairplay, which is a fintech company that provides working capital or growth capital to e-commerce companies in the region. So that's what I'm doing right now, putting 200% of my time in Fairplay and angel investing throughout the region. That's a little bit of my background. Perfect, Manolo. So tell us, what is attractive about Mexico for entrepreneurs? Well, first of all, let me go back to 2010 when I launched Groupon.
when our German friends started to ask us for results, basically, they naively said, okay, you need to be the biggest country in Latin America because you have 127 million people there. So you should be giving us the best results, right, in Groupon. And I was telling them like, okay, we are a really big country with low internet penetration at that time, with low smartphone penetration that you mentioned before, Pierre. And everybody got scared back in the day to buy online, right? So we were a really cool company. Not everyone were like entitled to buy online because of the fraud, and nobody knew how that works, and the logistics were like really bad. And I was telling them like, hey guys, we're in 2010. Our ramp up would be like for 5 years, and then we need to build infrastructure around every e-commerce business in order for us to be competitive with Brazil, with Argentina, that are more advanced countries, right? And nobody trusted me with that. And I was telling them like, we need to build infrastructure, a lot of infrastructure in order for us to be a really big, relevant country in e-commerce. And that happened in 2015. So I'm not a visionary, but I knew that we didn't have this infrastructure. So after 2015, everything started to ramp up dramatically, like really, really fast. Then in 2018, a lot of fund managers, the venture capital ecosystem started to be more aggressive, more active. They started to raise bigger funds. So the talent was here, everything was here, but now with infrastructure. So they started to invest in really good companies, in really good founders. And then the explosion started in 2018 till 2021. Now it's a different story. 2022, globally, it's a really different market than 6 months ago, globally, not just Mexico. But the opportunity started 3 years ago, 4 years ago in 2018, when we had the talent, the infrastructure, the willingness to invest in Mexico. We started to see a lot of foreign VC funds investing heavily, like SoftBank in Mexico. And we became the #2 in Latin America. And actually, we are like half of Brazil in terms of population. And we are like 15% gap between those two in e-commerce, for example, 15 to 20% difference. So Mexico, it's growing, the fastest growing country right now in the region, and the opportunity is there. There's a huge opportunity to invest right now in Mexico. So what are still the hurdles or the issues an entrepreneur will be facing coming to Mexico? Well, I see a really positive thing and a negative one. The positive one is that Mexico is filled with foreign people, really talented people. If you see every major startup with a plus 100 million valuation, it has at least a foreign founder, at least. Like there are the French mafia here in the startup ecosystem. There's the Venezuelan mafia here as well, the Spanish mafia. There's a lot of really talented people that comes to Mexico and they grab their business models and then they start to grow. And there's a reason why. Like, first of all, if you're a foreign in Mexico, you don't have any distractions. You have one chance and you squeeze that chance as you can, right? As you can see, Pierre. So the second one, the tough thing about being in Mexico is regulation for fintechs are tough. Are extremely tough. If you go to Colombia, you go to Chile, it's not that heavy weighted like regulation stuff that you need to serve. If you go to Brazil, it's a different animal because everything is separated in states, which it gives you a more complex layer of regulation as well. So Mexico and Brazil are really heavily regulated countries if you want to build up a fintech company. For consumer B2C companies, it's not that hard.
marketing wise, and you know this, Pierre, it's been increasing the CAC. It's been increasing dramatically in the last 2-3 years because of the volume we have seen in the last 3 years. So you have, of course, a lot of pain points that you need to serve, but I see more opportunities. Like I see 9 opportunities of 10. You know, I see more opportunity than risk than you know. Great. So you mentioned e-commerce as one of the fastest growing sectors. What will be the other ones? I think fintech, as you mentioned, we are more than 500 fintech companies in the country. We are trying to solve a lot of different problems, and there's a reason why. If you see the US, you're going to see a lot of consumer companies, right, and SaaS companies, because US is a really heavy consumer of SaaS companies, because their problems are totally different than Latin American problems, right? Our problems is access to capital, financial tools, financial knowledge. You have a really low penetration of debit and credit cards in the country. So, of course, naturally, organically, we see all these problems and we are trying to solve them with technology, with a fintech company. So if you see throughout those 500 companies, you're going to see B2B payments, B2C payments, you're going to see access to capital like SME lending. You're going to see a lot of different solutions for every pain point that the market has. And it's obvious, Latin America has this problem. Okay, so fintech, we have not talked about edtech, but as far as I understand, edtech is growing very fast. Telcos as well. Exactly. EdTech, it's growing dramatically lately. You have really good examples like Platzi, like Creana, Ubits, a lot of different companies that are solving different parts of the education. You have Platzi that it's focused on coding or engineering, Creana for creativity kind of sectors, Ubits for more general, broader topics. But I think one of the second main pain point in Latin America is education after financial access. So that's why I think. Okay, cool. So I think two of the most important things that entrepreneurs are coming to Mexico is cash, investments, and talents. Can you tell us a little bit more about your view about the investors ecosystem right now in Mexico and also the talents? Sure thing. Well, we have, as of last year, we have 56 venture capital funds in Mexico, which probably between 9 and 12 are really relevant. The other ones are really small, like pre-seed investments, funds no more than $5 million. But you see the top 10 funds are raising more than $150 million right now. So those numbers are really good. And Mexican funds are doing a great job trying to ally with the CASEX in Brazil and Argentina, with the Valors, with the Monashis in Brazil as well, trying to ally in order for them to lead rounds, bigger rounds for really good, talented entrepreneurs. And at the same time, they're getting really good allies from the US, like QED, like Andreessen Horowitz, that is really active lately in the region, and Mexico specifically. You have European funds like Venture Emerging Finance in the UK or Ireland, I think. So you have seen like a lot of different partnerships between funds globally with the Mexican local funds to push harder and invest heavily in good, talented entrepreneurs. So I see that the VC ecosystem is growing and it's getting better through time. And talent, it's really fun. That question is really fun because we have had talent since forever. The only thing is that there are really specific talent that evolve with really big companies in Mexico and Latin America, like Rappi, like Kavak, Corner Shop, Groupon. Like
I don't like to mention all these like the Rappi Mafia, the Groupon Mafia, which I'm part of, but it's true. Like there are a lot of the youngest founders right now. They're almost all of them former Rappi, Kavak, Groupon entrepreneurs. Like there are a lot of former employees or entrepreneurs that are creating interesting businesses, and they are actually growing faster than their mothership, right? So I think talent, it's a really biased concept. If you see it like, okay, Mexico doesn't have any talent. No, we had talent, but we needed companies that push that talent up and to help them like learn the basic hard and soft skills to lead companies. So we created those companies in order for us to see the new talent, the new wave of talent grow in the region. Okay, cool. Thank you, Manala. Perhaps one last word for the audience before we move to the next part of our webinar. Well, yes, first of all, again, thank you very much for the invitation. I love to see the booming ecosystem in France right now. I'm really excited to see more talented French entrepreneurs coming to Mexico to grab 127 million people's market and to help them out. Like just reach out. I'm willing to help every entrepreneur that wants to come to Mexico. And thank you again for the time and the invitation. Muchas gracias, Manolo. Thank you very much. Hasta pronto. Bye. Thank you. Merci beaucoup, Manolo. Nous allons donc repasser en français et passer à la prochaine partie de notre présentation. Et l'idée, c'était de vous présenter ce programme que nous sommes en train de développer avec Business France et avec la Chambre de commerce franco-mexicaine et French Tech Mexico qui s'appelle Next Mexique. Et j'aimerais inviter justement Ager et Roberta à nous présenter ce programme. Bonjour à tous. Alors, je vais juste... Voilà, ça c'est mieux. Merci Pierre-Claude. Alors, bon, l'idée très rapidement, puisque nous avons quelques minutes pour vous présenter le Next Mexico, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que le plus important, c'est de vous expliquer le pourquoi du programme, qu'est-ce que c'est le programme et comment on l'a envisagé. Donc, le pourquoi du programme, les opportunités au Mexique, elles sont claires. Vous avez vu la présentation de Pierre-Claude, c'est très clair tout ce qui s'y passe au Mexique aujourd'hui. Manolo, il a également parlé du marché, du potentiel du marché. Donc, c'était évident pour nous du fait qu'il y a un vrai marché pour les sociétés françaises. L'autre raison pour laquelle nous avons envisagé le Next Mexico, c'est parce que l'offre française, elle correspond tout à fait à ce marché qui est en croissance. Et du coup, il ne faudrait pas rater cette opportunité. La troisième raison, c'est parce que nous avons aujourd'hui en France des opérateurs qui sont là, très forts, très puissants, qui sont là pour aider toutes les sociétés françaises à réussir dans ces marchés. Nous avons la CCI, nous avons Business France, la French Tech, donc la Team France Export est en force. Et l'idée, c'était donc du coup de construire un programme, donc voilà, le Next Mexico, qui c'est un accélérateur d'affaires et d'implantation pour les sociétés françaises qui sont innovantes et qui souhaitent venir au Mexique. Voilà, donc ça, c'est l'idée du programme. Alors, comment on le fait? Donc, très rapidement, l'idée, c'était d'organiser dans un programme d'accélération en 2 phases. Donc, la première phase qui commence par Business France. Donc, nous allons vous aider à comprendre le marché, identifier les bons interlocuteurs, identifier les partenaires potentiels, les clients potentiels qui correspondent bien à vos solutions ou à vos produits au Mexique. Et à la suite de cette identification, nous allons vous mettre en relation avec ceux qui sont intéressés. Donc, c'est des prospects très qualifiés et déjà qui ont montré un intérêt par votre solution ou produit. Et à la suite de ça, donc vous avez des rendez-vous avec eux. Donc l'idée, c'est que vous ayez des contacts avec le maximum de clients potentiels, de partenaires potentiels pour vous aider dans cette démarche de prospection commerciale au Mexique. Et
Ensuite, donc, nous passons le relais à la Chambre de commerce et à la French Tech. Donc, je vais laisser Ager présenter sa partie. Merci Roberta. Effectivement, comme l'a bien mentionné Roberta, l'idée du programme Next Mexico, c'est de vous proposer des différents acteurs français établis au Mexique, donc la Business France, la French Tech et la Chambre, un programme clé en main. Donc, suite au programme de prospect par Business France qui vous permet d'identifier des possibles prospects et clients, avec la Chambre et la French Tech, vous passez sur tout un programme d'implantation. L'implantation va vous permettre de mieux connaître le marché avec une offre de formation d'une vingtaine d'heures, avec différents experts sur des thèmes pour mieux comprendre le marché, des thèmes autour de tout ce qui est le légal, comptable, juridique, le recrutement, mieux comprendre l'écosystème tech, les acteurs clés de l'écosystème au Mexique, mais également d'être accompagné par un mentor déjà implanté, en général profil entrepreneur français déjà implanté au Mexique, qui a une expérience assez importante sur le marché, qui pourra durant une quinzaine d'heures. Vous pourrez être également mieux intégré dans l'écosystème grâce à un espace de travail et une domiciliation fiscale si nécessaire au sein du centre d'affaires de la Chambre. Profitez de rendez-vous avec des partenaires clés pour votre activité et également de toute l'activité et les bénéfices que propose la Chambre de commerce franco-mexicaine et la French Tech. Donc, un programme clé en main pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, Roberta, moi également, ou Armand de la French Tech, ou à travers Otavia sûrement. Nous pouvons vous donner beaucoup plus d'informations sur ce programme et l'adapter, le personnaliser aussi à votre activité. Merci et n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Nous vous y répondrons avec grand plaisir ou prendrons contact avec vous. Et peut-être, juste pour finaliser, peut-être que Pierre, après, à la fin, il mettra aussi les contacts donc, de la CCI et de Business France pour le programme Next Mexico, parce que nous avons donc dans notre équipe Business France, Maria Adelia Gutiérrez, qui est la responsable du programme basé au Mexique, du côté de Business France. Donc, Ager, qui est la responsable du côté CCI. Super, merci beaucoup Ager et Roberta. Donc, je vous invite aussi à poser vos questions. On a quelques questions déjà, mais n'hésitez pas. L'idée vraiment, c'est qu'on puisse avoir un échange avec vous. Plus il y a de questions, plus l'échange pourra être riche. Alors, nous, on a préparé quelques questions pour lancer la discussion de toute façon, au cas où vous ne vouliez pas vous lancer. Mais en tout cas, allez-y, on est là pour ça. Et donc, la dernière partie en fait, de ce webinaire, c'est vous mettre en contact avec un certain nombre d'acteurs de l'écosystème et qui sont là depuis longtemps, qui ont eu du succès dans des secteurs totalement différents. Et donc, j'aimerais commencer à vous présenter honneur aux femmes Annabelle Morand, CEO de Webedia pour l'Amérique latine. Vous connaissez tous Webedia et Allociné, entre autres. Et Annabelle, merci de nous accompagner. Bonjour à tous. C'est pas forcément évident qu'ils connaissent Webedia. Mes marques médias sont connues, mais je ne suis pas forcément connue. Très bien. Merci. Xavier de Belfond, CEO des Prévita et président de la Chambre de commerce franco-mexicaine. Merci Xavier de nous accompagner. Bonjour à tous. Alors, un peu de santé si ça vous intéresse. Et Julien Rousselet, qui est Managing Director LATAM pour Palo IT, donc spécialiste de la transformation digitale. Merci Julien. Bonjour à tous. Merci. Et Pierre de la Roca, cofondateur et co-CEO des Palenka, qui est une fintech franco-mexicaine. Bonjour à tous. Très bien. Alors, je vais lancer en fait ce panel avec quelques questions générales et puis après, je pense qu'on rentrera directement dans des questions plus spécifiques sur chacun des secteurs d'activité. Aujourd'hui, dans l'audience, on a des entreprises du secteur de la santé, du secteur de la fintech, secteur telco, on a aussi de l'éducation et marketing digital. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, de nous faire part de vos questions dans le chat, s'il vous plaît. Donc j'aimerais un peu que vous nous disiez, vous, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés en vous lançant au Mexique et quelles sont les opportunités, évidemment, que vous voyez aujourd'hui qui font que vous investissez du temps ici. Et Annabelle, est-ce qu'on peut commencer peut-être avec toi?
Oui, donc moi j'ai démarré les activités de Webedia au LATAM il y a un peu plus de 4 ans et on est parti de zéro. Il n'y avait aucune activité, aucune structure juridique, rien. Donc le démarrage pour amorcer tout ça était à la fois facile et à la fois compliqué parce que j'ai pas eu le bon attelage de partenaires, avocats, comptables au démarrage, mais ça a été assez vite dépassable. En revanche, une difficulté auquel j'ai été confrontée et je le suis quotidiennement, c'est le manque de personnes formées au digital. Et comme je suis 100% dans cette activité-là, c'est un problème constant et ça s'est aggravé depuis la pandémie, puisque les États-Unis viennent en concurrence avec le Mexique pour recruter les meilleurs talents du Mexique. Donc voilà, donc c'est la difficulté majeure que j'ai rencontrée, mais c'est une terre d'opportunités. J'ai été en niveau de croissance minimum de 50% year-on-year chaque année et la pandémie n'a pas arrêté ça, au contraire, puisqu'il y a une digitalisation et la forte expansion de toute l'infrastructure dont vous avez parlé tous. Donc, il y a encore tellement de choses à faire et pour le coup, c'est plus rapide aussi que des pays un peu plus avancés. Merci Annabelle. Xavier, toi qui as une expérience en plus grand groupe et start-up, comment vois-tu la situation? Alors, merci. Moi, je travaille dans la santé et je trouve qu'en fait, le Mexique, c'est toujours cette combinaison de deux choses. Un énorme potentiel. Alors, pour vous dire 3 mots sur la santé, un service public qui est a priori universel, mais qui ne fonctionne pas très bien, que les gens n'utilisent pas beaucoup. Un service privé qui est cher et réservé disons qu'à l'élite économique du pays. Et donc, au milieu, énormément de solutions, de possibilités d'entrer sur les différents éléments de chaîne de valeur ajoutée, que ce soit la partie hôpital, etc. Donc ça, c'est le pays, c'est toujours comme ça. C'est d'énormes opportunités. Il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes il y a des possibilités de services dans tous les sens. En B2B, le B2C. Manolo le disait, le B2C, c'est toujours difficile parce qu'en fait, le Mexique, bon, ça développe très vite, mais sur certains business comme la santé, ils ont encore un peu de mal à passer. Mais en B2B, il y a beaucoup d'opportunités. Alors ça, c'est l'énorme avantage. On travaille tous ici, on adore le Mexique pour ça, parce qu'il y a une possibilité, un potentiel gigantesque, toujours, tout le temps. Après, les difficultés, je pense que alors, il y a la partie spécifique au digital, des compétences, mais en dehors de la partie digitale et informatique, je pense qu'on trouve relativement facilement du talent. Et la difficulté pour un entrepreneur, c'est surtout de tenir le coup. Là, on est sur du besoin de fonds de roulement. Et je pense que l'accès au capital, qui est toujours un sujet au Mexique pour beaucoup de gens, est un sujet. C'est difficile d'avoir du financement, c'est de la dette, et le capital a beaucoup changé, comme tu l'as présenté, Pierre, avec la multiplication des fonds de capital risque. Donc, la situation a changé parce que ça reste long. Il y a d'énormes opportunités, mais c'est long. Donc, le financement est un sujet important à tenir en compte. Merci Xavier. Julien, quelle est ta perspective, toi qui travailles aussi beaucoup sur la transformation digitale des entreprises? Alors, moi, donc, sur les difficultés, au niveau administratif, ouvrir une boîte et tout ça, c'est assez simple, hein. En 2 semaines, c'est fait. Toute la partie administrative des impôts et tout ça est extrêmement digitalisée. On a la facture électronique depuis longtemps au Mexique. Je pense que c'est un point important pour les startups et les fintech. Cette partie de la facture électronique quand même permet de faire beaucoup de choses, hein, puisqu'on peut accéder à des données du SAT des sociétés. Donc, si on est sur du B2B,
On a quand même accès à pas mal d'informations. Si on est sur des activités de crédit, de B2C, il y a tout ce qui est bureau de crédito et tout ça. Donc, en fait, le Mexique a quand même beaucoup évolué sur les 10 dernières années, sur tout un certain nombre de sujets digitaux, d'accès à un certain nombre de data qui permettent de mettre en place des nouveaux business models, notamment sur les aspects financiers. Après ça, on est quand même dans un pays où il y a quand même plus de la moitié de la population qui n'est pas bancarisée, hein. Donc, il y a un gros enjeu sur le sujet de la bancarisation, une grosse économie informelle et qui, je trouve, en fait, génère énormément d'opportunités, puisque ce qu'on appelle le Blue Ocean, là, quand même, hein, sur le Mexique, c'est vraiment ce marché qui va se formaliser, qui va se digitaliser, qui va générer énormément de consommateurs, plus comme on est habitué en Europe ou aux États-Unis. Et donc là, il y a un monde d'opportunités absolument énorme, hein. On parle entre 60 et 80 millions de consommateurs. On parle de plus de 6 millions de micro-entreprises non formelles aujourd'hui. Et donc là, il y a vraiment des opportunités incroyables là-dessus, en plus des autres opportunités que je dirais plus normales. Donc, on a parlé effectivement de l'accélération des fintech, des levées de fonds et tout ça, donc qui crée quand même un gros dynamisme sur le marché. Donc, la conjonction des deux, ça crée en tous les cas pour moi vraiment des opportunités de marché très, très importantes sur à peu près tous les secteurs. En tout cas, c'est ce qu'on vit, nous, en travaillant en B2B et donc en étant les sociétés dans ces transformations. Il y a beaucoup de nouveaux business models à inventer. Et je pense que les startups, nous les Européens, on a déjà cette connaissance du design thinking, de comprendre les enjeux de l'usager. Et cette approche-là, c'est l'approche aujourd'hui qui a vraiment beaucoup de succès au Mexique. Merci Julien. Pierre, on va finir avec toi. Comment est-ce que tu vois le Mexique? Comment je vois le Mexique? Je le vois bien, juste pour donner un peu de contexte. Moi, ça fait 5 ans que je vais au Mexique. Et quand je suis arrivé, avant, je travaillais pour Uber, ici en Amérique latine. Et donc ça fait juste 5 ans, mais en 5 ans, c'est incroyable tout ce qui a changé. À l'époque, il y avait la tech était quelque chose qui existait, mais qui était encore émergent. La plupart des gens travaillaient dans les boîtes établies, donc comme Uber, où il y avait beaucoup de gens qui sont sortis d'Uber pour aller autre part. Rappi n'était pas aussi gros que l'est aujourd'hui. Kavak commençait juste ses activités. Et en gros, là, j'ai l'impression qu'au Mexique, il se passe quelque chose, et notamment à Mexico City, peut-être à la conjonction de plusieurs facteurs. Donc, il y a toutes les opportunités que vous avez mentionnées. Dans la fintech, dans le e-commerce. Ensuite, il y a l'attrait de capital, donc qui a beaucoup changé ces 2-3 dernières années, où non seulement le capital local s'est multiplié, s'est diversifié, et aussi le capital étranger est arrivé en masse en Amérique latine. Donc, ça a changé beaucoup de choses. Le talent, c'est incroyable le nombre de personnes maintenant qui veulent venir en Amérique latine. Maintenant, l'Amérique latine, c'est cool, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Maintenant, venir travailler en Amérique latine, c'est pas juste c'est cool, je vais te payer un peu moins, je vais aller à la plage. Non, il y a vraiment des opportunités de travail qui n'existent pas en Europe ou aux États-Unis, qui font qu'il y a des gens très, très qualifiés qui viennent ici en Amérique latine pour travailler. Et il y a aussi, pour terminer, un cadre légal qui est plus que correct. Il y a toujours des choses à améliorer, mais il est là, il fonctionne bien. Comme l'a mentionné Julien, une entreprise, ça se crée très, très facilement au Mexique. Donc, qui fait que c'est un environnement propice à faire de belles choses. Le coronavirus est venu accélérer tout ça, j'imagine. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression, j'étais pas né en 1850 lors de la ruée vers l'or, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment au Mexique, et notamment à Mexico City. Et tu me racontais l'autre jour que tu fais partie d'un programme d'accélération qui s'appelle Y Combinator. Tu disais qu'il y a une quantité impressionnante de startups mexicaines qui sont maintenant partie de ce programme d'accélération américain, c'est vrai? C'est vrai. Donc, du coup, Y Combinator, c'est un programme d'accélération, un des plus prestigieux, sinon le plus prestigieux du monde pour les startups. Et ces dernières années, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a une grande partie des startups qui viennent d'Amérique latine et notamment du Mexique. Encore plus d'ailleurs qui viennent du Mexique
que du Brésil, alors que potentiellement le Brésil est un marché beaucoup plus grand. Mais pour les raisons que j'ai mentionnées ici, les opportunités au Mexique sont très grandes et c'est le taux d'acceptation d'entreprises venant du Mexique est le reflet du reste du marché et des opportunités ici au Mexique. Très bien, merci. Et on en faisait partie. Et est-ce que c'est une chance, et ça c'est une question pour tout le monde, est-ce que c'est une chance d'être étranger ou d'être français au Mexique et quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter justement et qui fait qu'on a plus de chances de gagner que des entrepreneurs locaux? Et j'aimerais commencer, alors pour changer, on va commencer avec Xavier peut-être. C'est une bonne question. Moi, je pense que nous tous qui sommes là, nous sommes persuadés de ce que tu viens de dire. Nous avons un avantage à être en français, je ne sais pas, mais en tout cas venant d'un pays avec la réputation comme la France, avec l'image de sérieux européen. Il y a beaucoup d'avantages. C'est un pays très noble pour les étrangers. Et il y a deux choses. Manolo mentionnait aussi la mafia. Il y a une grande communauté française qui est très implantée depuis plusieurs générations pour certains d'entre eux. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée à faire partie de la communauté. C'est ce que rappelait Ager, le fait de pouvoir vous amener à travers Next Mexique dans cette communauté. Il y a beaucoup de relations, il y a beaucoup de business qui peuvent se faire. Mais aussi, les investisseurs aiment bien investir de l'argent préfèrent même en général investir de l'argent dans des entreprises où il y a des étrangers. C'est un plus et il faut en profiter. Annabelle. Pas mieux. Non, c'est vrai que j'étais en train de réfléchir si j'avais senti cet avantage. Il y a une bienveillance certaine. Et c'est vrai que la structuration dont on a l'habitude aide. Après, c'est aussi quelque chose qu'il faut un peu laisser de côté si on veut bénéficier de tous les atouts de la zone. Parce que moi, une des leçons principales de la gestion d'entreprise que j'ai eu à faire, c'est de lâcher prise parce qu'on est formaté pour de la gestion de risque. Et ici, en fait, les modèles structurels, donc c'est vrai que le légal et tout ça marche, mais ce n'est pas la même chose qu'en France. C'est-à-dire que l'interprétation du légal est peut tellement varier qu'en fait, il faut être prêt à de l'adaptation en temps réel. Et ça, on n'est pas très formaté, je trouve. Mais si on arrive à avoir le chip local, c'est que bénéfique parce qu'on a effectivement la structure qui fait qu'on est dans de la projection. Ici, les gens sont au jour le jour. Donc, ça permet d'avoir un cap et de le suivre. Mais il faut quand même prendre le meilleur de la région, qui est cette capacité de résilience et de dynamisme du temps réel qui est incroyable. Voilà. Alors Pierre, je crois que tu voulais nous parler du malinchisme. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Eh bien, c'est juste la préférence justement pour l'étranger. Vous pourrez référer à la page Wikipédia pour comprendre un peu mieux, mais c'est quelque chose de réel, non, qui existe et dont on bénéficie. Et donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a une bienveillance générale pour les étrangers qui est assez agréable, c'est vrai, quand on vient ici. Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi des vraies raisons, c'est qu'il y a beaucoup, notamment par exemple, parce que moi j'ai bénéficié de ça. À l'époque, je suis venu au Mexique pour faire un type de rôle où il y avait un peu de personnes qualifiées sur place dans ce rôle-là. Et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, par exemple dans la tech, de manière assez précise. Il y a donc les startups qui closent donnent naissance à de nouveaux rôles, comme celui de product manager, un rôle qui existe très très peu, ou de moins où il y a très peu de personnes qualifiées sur place. Et donc c'est pourquoi c'est beaucoup plus facile de chercher ailleurs et de les ramener sur place pour faire ce rôle. Donc il y a la bienveillance, mais il y a aussi une vraie raison structurelle derrière. Que les gens, par exemple en Europe, il y a beaucoup de personnes qui sont éduquées et bien éduquées. Merci. Julien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie, peut-être sur la facilité aussi qu'on a en tant que Français de faire du réseau à haut niveau? Alors, ouais, il y a une grosse communauté française. Effectivement, la France est bien vue au Mexique. Mais alors, excuse-moi, Pierre, moi, je voulais réagir parce que je vois qu'il y a une question sur les développeurs et tout ça. Donc, comme ça, c'est mon domaine sur la partie développeur, je vais tout de suite Vas-y. répondre un peu à ça. Donc, il y a
il y a un gros marché d'ingénieurs en développement de software au Mexique, hein. C'est le deuxième pays au monde avec le plus de Java développeurs, par exemple, donc il y a une technologie mainstream. Après ça, donc c'est un marché très, très différent de l'Europe, parce qu'il n'y a pas de notice période au Mexique. Donc, les gens peuvent démissionner du jour au lendemain. Les pratiques de business, c'est que les gens donnent 2 semaines de préavis en général. Donc, c'est dur quand ils partent, mais c'est une opportunité pour recruter. C'est-à-dire qu'on peut monter des équipes rapidement, hein. Nous, classiquement, là, en ce moment, on recrute à peu près entre 15 et 20 personnes par mois. Après ça, il y a une rotation importante, c'est-à-dire que la sensibilité au salaire, c'est un peu comme les États-Unis, ce n'est pas du tout la même culture, on va dire, de loyauté à l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur toute la partie du salaire émotionnel. Mais la partie financière est importante. C'est-à-dire qu'une personne qui va recevoir une offre 20-30% au-dessus partira, même s'il adore la société. Donc, c'est une dynamique de marché très différente qui a ses désavantages, puisqu'il y a quand même donc il faut s'attendre sur la partie développement de software à des taux de rotation entre 30 et 50%. Les bonnes boîtes sont entre 30 et 50%. Les mauvais sont à 90% de rotation, hein, c'est une réalité. Mais on peut être oui, à 30% de rotation en menant tout un certain nombre d'actions, de training et tout ça. Donc, il y a une quantité importante. Sur les développeurs de software, la difficulté, c'est qu'en fait, ils n'ont pas, comme en France, très jeunes, d'avoir développé dans plein de technologies différentes et d'avoir des bases d'architecture qu'on trouve dans des écoles spécifiques en France, donc avec du code C proche de la machine à la base, pour après ça évoluer sur les technologies web. Ils ont démarré tout de suite sur les technologies web. Donc, il y a un aspect formation et training. Par contre, ils ont des bons cerveaux, hein, comme partout, donc ils apprennent vite. Et donc, voilà ce que je peux dire sur le marché du travail du dev, hein. Excuse-moi, je n'ai pas répondu à ta question, mais… Ça venait directement pour toi après, donc c'est parfait. Je vais profiter, il y a une autre question en fait, du public et j'aimerais bien inviter en fait, l'audience à nous faire plus de questions, plus spécifiques peut-être. Donc, une question de Gracie qui nous demande si il existe un écosystème startup tech sur la production de vin au Mexique. Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a une personne du panel qui peut parler un petit peu? Sinon, je ferai 1 ou 2 commentaires. Qui connaît un petit peu le marché du vin au Mexique. Il y a du bon vin au Mexique. Je connais la consommation du vin, mais… Bien, alors, à ma connaissance, il n'existe pas d'écosystème tech lié à la production de vin. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que la consommation de vin au Mexique, le marché du vin est relativement plus petit qu'en France, que le Mexique est un marché plus de bière. Par contre, en fait, il y a énormément d'investissements dans le développement justement de la production et de la qualité du vin aujourd'hui. Okay, donc, si vous nous contactez en direct, je pense qu'au Business France ou la Chambre pourront avec plaisir vous mettre en contact avec des personnes de cet écosystème. On a ensuite une question sur la cybersécurité. Quel est le marché de la formation continue à la cybersécurité? Est-ce qu'il y a une personne du panel qui veut répondre? Pierre, je voulais réagir, pardon, un peu en retard, mais par rapport à la dernière question sur le vin, parce que je pense que la question tech, tout ce qui est lié à food tech et wine tech par exemple aussi, je pense que les opportunités, il y a les grandes tendances mondiales et je pense qu'au Mexique, ce qu'on est en train d'essayer de voir par rapport au marché mexicain, c'est d'essayer d'offrir par exemple de possibilités des drones, des solutions des drones pour les producteurs de vin, des solutions de IoT, d'Internet des choses aussi pour l'amélioration de la production, mais pas que. Donc, par exemple, l'expérience client. Donc, il y a beaucoup de solutions qu'on voit en France que pourraient être offertes aux producteurs qui ne connaissent pas forcément toutes les solutions, qui n'appliquent pas forcément au Mexique, mais à qui on pourrait proposer. Donc, on a
On a une équipe agro aussi au sein de Business France qui est en contact constant avec les producteurs de vin, les importateurs, mais surtout les importateurs de vin, par exemple français. Et du coup, avec l'équipe agro, on pourrait essayer de faire quelque chose. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées. On peut voir ce qu'on peut faire pour vous. Merci, Roberta. La cybersécurité, très rapidement, il y a une croissance exponentielle au Mexique. Effectivement, il y a une croissance très forte de problèmes de cybersécurité dans le monde entier. Mais énormément d'entreprises ne sont pas formées au Mexique, en fait. Et on le voit quotidiennement, même des entreprises grandes ont des problèmes ici pour ne pas avoir la connaissance, ne pas avoir mis en place les bons outils pour se protéger, pour ne pas avoir formé leurs équipes. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui sont présentes. Il y a beaucoup d'entreprises d'Israël qui sont notamment présentes, beaucoup d'entreprises des États-Unis. Il y a peu d'entreprises françaises. Et il y en a quelques-unes, Thales par exemple, il y a d'autres solutions, mais il y a une grosse opportunité ici. La France n'est pas suffisamment bien représentée. La cybersécurité, c'est une des thématiques clés du TMEC. Le TMEC, c'est le traité économique entre États-Unis, Canada et Mexique. Et il y a eu deux grandes nouveautés qui sont liées à la tech dans la signature du TMEC il y a 2 ans. La première, c'est que la première fois que nous avons un chapitre sur le e-commerce. Et la deuxième thématique, justement, c'est la cybersécurité. Donc, il va y avoir beaucoup d'investissements qui vont être faits. Le gouvernement n'a pas vraiment les moyens de faire beaucoup de choses. Donc, en fait, ça va dépendre beaucoup des initiatives privées et de l'entrepreneuriat pour que la cybersécurité se développe au Mexique. Donc, je pense qu'il y a une énorme opportunité ici. Pour confirmer ce que tu dis, Pierre, je pense qu'il y a une énorme opportunité comme partout, mais en plus, il y a du retard ici. Que ce soit dans les grands groupes, les très grands groupes mexicains, comme dans les entreprises, vraiment entreprises. Nous, depuis l'année dernière, on a fortement investi parce qu'on s'est retrouvé, comme tout le monde, dans un pays où ce n'était pas une priorité en tête. Et en fait, c'est ultra urgent et tous nos clients, qui sont des grands groupes, ont la même chose et sont en retard. Donc, comme il y a du retard, il y a de grosses opportunités pour ceux qui ont un edge particulier. Merci, Xavier. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public sur des secteurs plus spécifiques, peut-être? On a beaucoup de représentants du monde de la FinTech, par exemple. N'hésitez pas. Alors, je vais peut-être poser une question. Tout à l'heure, quand Julien a développé sur la partie profil plutôt tech, IT, développeur, il y avait dans la question un aspect plus sur le web marketing. Pour le coup, c'est des profils qui existent au Mexique et pour lesquels il n'y a pas trop de sujets. En fait, c'est assez… et dans les salaires et dans les disponibilités des personnes, il y a des fonctions qui vont être en pénurie. C'est le cas des sales, par exemple. D'autres pour lesquels il n'y a pas de problème. Et il y a une grande disparité aussi au niveau des salaires. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des salaires relativement bas, petits. Et puis pour des profils type sales, c'est au moins égal à ce qu'on trouve en Europe. Voilà, je vais juste compléter. Merci beaucoup, Annabelle. Il est déjà 10 heures, en fait, et donc je vais peut-être vous inviter chacun de donner un dernier petit mot, en fait, pour inviter les entreprises qui ne sont pas encore convaincues à venir nous rejoindre au Mexique. Et Annabelle, on peut commencer par toi? Oui, j'avais travaillé 6 mois le projet du lancement avec l'Espagne et la France avant de venir, puisque nous, on avait détecté le potentiel du Mexique à travers les audiences de nos sites en Espagne. Et je me doutais absolument pas de ce que j'allais découvrir en bien, c'est-à-dire le potentiel énorme. Et je trouve que le fait de se trouver à la croisée, avoir un lien avec l'Europe, parce qu'il y a une langue commune avec l'Espagne, donc on regarde quand même là-bas, d'être si proche des États-Unis et d'avoir des points communs avec le Brésil et le reste, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'endroits au monde où il y a cette chance-là, quoi. Donc voilà, si c'était à refaire, je le referais, mais doublement. Merci Annabelle. Julien? Oui. Le mot de la fin, une petite invitation pour les entreprises qui sont présentes à nous rejoindre au Mexique. Non, écoutez, venez nombreux. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. On a plein de nouvelles sociétés au Mexique qui grandissent vite.
Il y a aussi une communauté sympa, donc il y a beaucoup de Français et tout, mais c'est vrai qu'avec la French Tech, la Chambre et tout ça, je pense qu'il y a un team France qui est quand même super aligné et qu'on est tous prêts à vous aider, à répondre aux questions, à vous accueillir pour faire grandir cette communauté. Pierre? Eh bien, non, bah, venez, je veux dire, comme moi je l'ai dit, non seulement le Mexique, c'est pas seulement un endroit pour la vacances, même si c'est un bon endroit, c'est aussi un très bon endroit pour vivre. D'ailleurs, comme le prouvent la plupart des gens qui viennent au Mexique ne restent pas juste 1 an ou 2 ans, ils y restent plusieurs années. Et, par exemple, moi, 5 ans, je suis juste un petit joueur, ça fait que commencer. Merci beaucoup. Xavier, on va finir avec toi. Merci. Moi, je pense que, bon, on a tout dit, hein. Je pense que la décision d'investir au Mexique, c'est une décision pour investir en LATAM, avec un énorme potentiel, plus de flexibilité que dans beaucoup de pays. Je ne dis pas que les autres pays ne sont pas intéressants, mais c'est déjà un pays en soi avec une grande taille. La langue nous permet d'accéder rapidement à tous les marchés d'Amérique du Sud. Et c'est un énorme potentiel pour être une bonne base pour être basé, pour travailler avec les États-Unis. On n'est pas loin, il y a une vraie opportunité autour de là. Donc, tout ce qu'on a dit, je pense que c'est vraiment, si l'Amérique latine correspond à une priorité pour vous, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Le Mexique, à mon avis, c'était pas le cas avant, mais je pense que depuis 4-5 ans, c'est clairement le meilleur endroit pour démarrer. Merci beaucoup à tous et merci beaucoup Otavia pour nous permettre d'organiser ce webinaire. Merci à Armand qui a coordonné, Armand de la French Tech Mexico, l'organisation de ce webinaire. Merci à Roberta Iager aussi. Vous avez nos contacts dans le chat pour si vous avez besoin de plus d'informations. On peut organiser des réunions one-to-one pour discuter plus en détail de vos secteurs si ça vous intéresse. On est vraiment là pour vous aider. On va vous dire que je suis arrivé au Mexique pour rester 2 ans il y a 12 ans. J'y suis encore. Il y a des opportunités énormes tous les jours. Et en parlant avec l'écosystème entrepreneur, il y a plus d'opportunités que de temps pour les saisir. Donc voilà, j'espère qu'on vous aura convaincu de nous accompagner ou au moins d'avoir ce premier contact pour discuter des opportunités ici. Merci beaucoup à tous et à bientôt.